J'avais l'intention de faire un petit historique de l'évolution du handball français, parce que si on parle de parcours de joueurs, il faut bien dire que les résultats de l'équipe de France ont été influencés par les différents stades de formation. Les débuts du handball, je les situe dans les années, à partir des années 45 jusque dans les années 70, 72. Alors le handball à l'époque, c'était à la fois le handball à 11, j'ai encore eu la chance de jouer au handball à 11, et puis à partir de 59, il n'y a plus que le handball à 7. Et les grandes équipes, les équipes de l'époque, c'était le PUC, des études d'étudiants, le SMUC, Marseille, le BEC, c'est de Bordeaux. Il y avait une équipe à Mulhouse qui a été championne de France à un moment donné. Si vous voulez, il y avait à Paris, il y avait Ivry encore, c'est les Dijon, le cercle de Dijon, c'est les grandes équipes de l'époque. Par contre, l'équipe de France était alimentée surtout par des joueurs qui avaient passé par le bataillon de Joinville. Le bataillon de Joinville était l'outil de formation par excellence pour le handball de haut niveau de l'époque. Et le bataillon de Joinville est resté d'ailleurs cet outil jusque dans les années 96. La dernière génération qui a été au bataillon, c'est justement Guillaume Gilles, Oliex, tous ces gens-là qui ont Reverdy, c'était la dernière génération qui a été au BJ. Bon, donc à l'époque, je vous dirais que le handball français au niveau international d'équipe de France a été relativement bien classé. Ils ont terminé 7e à un championnat du monde au Danemark. Il y avait au championnat du monde A, donc c'était une bonne performance. Et puis le bataillon de Joinville représentait la France dans les matchs de Coupe d'Europe. C'était la jeunesse, c'est l'âge de pierre. Tout de suite après, commence une période pour le handball français qui n'était pas très glorieuse. On descend dans le Mont Cadet, derrière la direction technique s'en va et on la remplace. C'était l'époque Germain qui a remplacé la direction technique qui était formée par Lacou, Thomas. C'est vraiment des gens qui avaient vraiment bien bossé sur le handball. Et après, derrière, il y a eu un changement de direction. Et ça a été quelque chose que je qualifierais comme la traversée du désert. Ça commence dans les années 72 et ça se continue jusque dans les années 85. L'équipe de France A, catastrophique. Par contre, en même temps, on commence à jeter les pierres, on commence à trouver des idées pour peut-être faire évoluer cette équipe de France dans le futur. Mais tout le sport français, à l'époque, est vraiment, je pense, au niveau international, au plus bas. On a été, disons, en concurrence avec tous les pays de l'Est, qui vraiment ont progressé d'une façon très importante, qui ont pris les meilleures places. À l'époque, c'est les Roumains qui dominaient le handball, les Roumains, les Allemands de l'Est, et nous, derrière, on était vraiment ridicules. Après les Roumains, les Allemands de l'Est, les Yougoslaves sont arrivés, et nous, toujours, rien. Par contre, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'ils font là-bas pour qu'ils soient un peu meilleurs que nous? Et puis on a essayé de copier les structures qui étaient mises en place, notamment tout ce qui est sport-études, date de cette époque-là. Donc on a mis en place des structures de recrutement pour recruter les jeunes joueurs, des jeunes athlètes, parce que c'est en même temps que le handball, l'athlétisme, le basket, le football ont mis en route ces sports-études. Donc, on a mis en route un outil qu'on n'a pas utilisé à fond à ce moment-là. Mais quand même, cet outil nous a permis de faire évoluer, je dirais, certains entraîneurs. Daniel Constantini s'occupait de la section sport-études de Marseille. On a formé des joueurs qui sont devenus des entraîneurs de haut niveau après. Je pense à Olivier Compote, qui était à la section sport-études de Bar-le-Duc. Toutes les régions fondamentales du handball à l'époque avaient leur petite sport-études. Dans un premier temps, elles devaient s'implanter là où il y avait des clubs de haut niveau. Donc Marseille, Paris, tout ça. Par contre,
par exemple à Grenoble, on devait installer la sport-études qui est actuellement à Chambéry, elle devait d'abord s'implanter à Grenoble. C'est parce que c'est là qu'il y avait le club de haut niveau. Or, pour avoir une structure, il fallait un proviseur qui soit d'accord, il fallait des profs de gym qui soient d'accord. Parce que les profs de gym de l'époque étaient absolument contre l'implantation des sports-études. Si vous voulez, il y avait un holà du syndicat des profs de gym contre les sports-études. Tout le monde devait être au même nombre d'heures DPS, il ne devait pas y avoir d'élitisme. Donc on a vraiment eu des combats à mener au niveau fédéral pour implanter ces sports-études. Okay, donc voilà, donc les outils étaient en place, mais par contre, les résultats au niveau de l'équipe de France, nenni. Au niveau des jeunes, on a commencé quand même à avoir quelques petits résultats. Bon, à l'époque, je me suis occupé, en 78, je me suis occupé de l'équipe de France junior. J'étais l'adjoint de Daniel Costantini. Donc, et j'ai eu la chance de gagner les premiers matchs contre l'Allemagne. Et depuis longtemps, on n'avait pas gagné contre l'Allemagne. On a commencé à gagner en jeune contre l'Allemagne. Ces résultats qu'on a obtenus au niveau des jeunes, on n'a jamais pu les reproduire au niveau des équipes seniors. Pourquoi? C'est très simple. Au niveau des jeunes, on s'entraînait tous les jours, donc on s'entraînait 10 heures par semaine, et dès que les joueurs passaient dans les clubs, ils ne s'entraînaient plus que 2 fois par semaine. Or, il faut bien dire que tous les étrangers, surtout les pays de l'Est, ne s'entraînaient pas 2 fois par semaine, mais ils s'entraînaient 2 fois par jour. Donc, au niveau international, on était barré par le niveau de nos clubs, le peu d'entraînement de nos clubs. On était bon au niveau de tout ce qui est stratégique, de tout ce qui est perceptif, de tout ce qui est, je dirais, technique. On avait, par contre, que la technique du physique qu'on avait, hein, c'est-à-dire qu'on ne développait pas le physique comme on le développe maintenant. Mais ça suffisait pour gagner des matchs en jeunes. Si vous voulez, il y a quand même eu, dès le début, dans ces sports-études, des gens qui sont rentrés, qui après ont été les joueurs qui ont formé l'équipe de France de Daniel Costantini. Donc je pense notamment à Mahé, qui était à la sport-étude d'Évreux. J'avais oublié, tiens, Évreux c'est une sport-étude parce qu'il y avait aussi un club de D1 à Évreux à l'époque. Donc il y avait Mahé, Gardan, qui était à Saint-Germain. Donc c'est des gens qui sont nés dans les années 60, 64. Hein. Après, vous avez eu, au niveau fédéral, une prise de conscience que non seulement on ne s'entraînait pas autant que les étrangers, mais qu'on n'était pas, quand on était sur le même terrain, on n'était pas fait comme eux. On s'est rendu compte que quand on allait se battre contre les Allemands, d'un seul coup, on regardait les joueurs français regardaient les Allemands comme ça. Et puis en plus, ils étaient beaucoup plus larges que nous, donc on s'est dit, il y a un problème chez nous. On se contente que de recruter des joueurs qui ont déjà une bonne motricité. Il faudrait qu'on se penche sur d'autres choses. Et on a mis en route, au niveau de la Fédé, ça je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, les jeunes entraîneurs, ce qu'on appelle des opérations gabarit. Et ces opérations gabarit ont permis de faire l'équipe de France, où il y a eu Boll, Latou, Munier, tous ces gens qui sont nés dans les années 66 et 67. Vous avez eu à l'époque Pascal Jacques, bon, vous ne les connaissez plus, ça c'est des gens qui ont disparu, mais par contre de Boll et de Latou et de Munier, tout le monde s'en souvient. Hein. Pascal Mahé, qui était un grand gabarit, mais qui date d'une génération antérieure, tous ces gens-là ont fait après partie de l'équipe de France de 92. Okay, les premiers résultats vraiment importants qu'on a eu au niveau des jeunes, c'est au Mondial 89, Mondial Espoir, où c'était des Villeberger qui jouaient, Schaff, Stocklin, qui a été à ce moment-là meilleur buteur de ce mondial, devant Toudjebayev. Je ne sais pas si Toudjebayev ça vous dit quelque chose. C'est vraiment un joueur qui a été au niveau international un super joueur. C'est un russe. Donc Stocklin était meilleur buteur. Et on a terminé 5e. C'est la première fois
qu'une équipe française apparaissait dans le classement, disons dans les 8 meilleurs, dans un championnat jeune. Pas assez, ok? Donc ça, c'est déjà les premiers fruits qu'on a retirés de cette nouvelle formation qui est faite à l'intérieur des sports-études. Pendant ce temps-là, je vous dis franchement, l'équipe de France A n'a toujours pas évolué. Elle commence à évoluer en 85, parce que là, il y a un grand bouleversement, 85-86, je peux me tromper. C'est quand la nouvelle équipe d'encadrement technique est arrivée. Et c'est Daniel Constantini qui était responsable de cette nouvelle technique. C'est lui qui a été l'entraîneur, responsable de France A, mais aussi responsable de toutes les équipes de France. C'était son job. Il devait, à ce moment-là, mettre en place les entraîneurs qui devaient s'occuper des jeunes, les programmes pour les jeunes, et si vous voulez, dans un premier temps, il a fait ça vraiment très, très bien. Et ce qui a vraiment changé, c'est l'encadrement de l'équipe de France A. Jusqu'à présent, on faisait des recrutements, on sélectionnait des joueurs, et puis Daniel a bien compris que le handball français ne pouvait pas exploser au niveau international dans ces conditions-là. Et il a compris qu'il fallait vraiment transformer les gens physiquement. Ces gens qui avaient été dans les sports-études n'avaient pas eu l'entraînement physique qu'on devrait avoir dans des pôles, dans les sections sport-études. Et il a mis en place des opérations commando dont beaucoup de joueurs se souviennent encore. C'était pour des garçons comme Latou, des garçons comme Stocklin, comme Richardson. C'était vraiment des moments effroyables. 6 heures d'entraînement par jour. Je peux vous dire à peu près comment, parce que j'ai vécu ces choses-là. J'étais à plusieurs regroupements. Matin, séance tapis. C'était une séance sur un tapis de judo où on faisait du gainage, des assouplissements. Ça durait 45 minutes. Après ces 45 minutes, c'était pour un groupe travail de course, travail de la VMA, jusqu'à la limite de ce qui est supportable. Travail de musculation lourde pour l'autre groupe. Et début d'après-midi, on change. Après, on continue sur un travail technique de 2 heures, 5 jours durant. Et naturellement, on s'est rendu compte que ces types de prépa, pour des joueurs qui n'avaient pas du tout cette habitude de travail, c'était à la fois extrêmement sollicitant, mais c'était extrêmement transformant. Hein, je ne sais pas si c'est le mot. Vraiment, les joueurs ont commencé à se transformer. On a commencé à avoir des gens qui ont pu soulever des charges, parce qu'il faut bien le dire que les gens comme Latou, Munier, c'est peut-être pas tout à fait culturellement, il était plus près de ça. Mais toute cette équipe-là, c'est pas des gens qui avaient soulevé de la fonte. Et ils aimaient vraiment pas ça. Donc, on a évolué. On s'est qualifié pour le Mondial A, en 91. Après, au Mondial A, on s'est qualifié pour les JO. Et au JO, miracle, le handball français prend une médaille de bronze. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le début de, je vous dirais, ce que j'appelle le parcours qui va vers l'excellence. Et pour nous autres, je peux vous dire que moi, j'ai vécu toutes ces années en souffrant, avant par des résultats qui étaient minables sur le plan international. Tous les entraîneurs avaient du mal à mettre un maillot où il y avait marqué handball dessus, parce qu'on était pris pour des bisounours. Jusque dans la première partie, je vous dis, quand vous regardiez un article de l'équipe sur le handball, c'était Guy Gobert, tu sais Charlie encore, qui s'occupait de ça. C'était un article, il était toujours destructeur. Après, on nous a mis à la télé un match tous les siècles, et quand c'était Pierre Fula qui commentait. Alors je peux vous dire, quand vous aviez Pierre Fula qui commentait les matchs de handball, vous étiez enthousiaste, vous aviez tout de suite envie de faire un autre sport. Hein. Donc, pour moi, quand on a eu ce premier résultat, je peux vous dire que ça a été l'explosion, la fierté, on était heureux. Et puis après, ce qui s'est passé après, ça a été encore mieux. 93, médaille d'argent.
95, médaille d'or. 96, moment de déprime. 4e au jeu d'Atlanta, une équipe qui n'a pas du tout réagi comme elle devait réagir, qui n'a pas fait ce qu'elle devait faire, et qui a trahi son entraîneur, qui a trahi le sport français. Ça, il faut le dire aussi. Bon, après, moment difficile, renouvellement de l'élite, incorporation de jeunes joueurs, Guillaume Gilles, Reverdy, Burdet. Donc ces gens-là ont amené un petit peu quelque chose, un peu de fraîcheur. La folie des Barjots a disparu, hein, en partie. Hein, on a fait disparaître les gens qui étaient toxiques, qu'on croyait toxiques. Et on a renouvelé cette équipe. Et en 97, l'équipe de France, qui se rappelle de cette équipe de France avec Guillaume Gilles, Stocklin extraordinaire. Cette équipe a été 3e au mondial au Japon. D'accord ? 99, qualification pour les Jeux, les Jeux de Sydney. On se qualifie en Égypte. À ce moment-là, il y avait 4 joueurs sur 16 qui étaient de Chambéry. C'est pas mal. Stocklin, extraordinaire, sauve la France dans 2 ou 3 matchs. Bertrand Gilles, au niveau était débutant. Bon, Cédric Burdet, flageolant, pas encore très costaud. Et on se qualifie pour les JO de Sydney. Sydney, nouvelle catastrophe. Bon, Daniel, on arrive en quart de finale, on joue contre les Yougoslaves. Il faut que je vous raconte ça, parce que c'est vraiment, ça a été ma vie, ça. Et d'entrée, on prend contre les Yougos, Djordjic qui jouait à Chambéry était dans les buts, chez les Yougos. Et d'entrée, on prend 6-1 sur 6 tirs de Fernandez, toujours coin court, sautait sur une rentrée d'arrière, il tirait, première situation, il tirait. Fernandez n'était pas encore le joueur qu'il est devenu après. Il était, à ce moment-là, il était vraiment capable du meilleur, mais surtout du pire. Donc,